Retour sur le plateau avec Anne Debrejas, qui est ingénieure de recherche à EDF, qui est, on peut dire, économiste. Oui, je travaille sur l'économie et le fonctionnement des systèmes électriques. Et qui est porte-parole de Sud Énergie. Anne, nous sommes très contents de t'avoir sur le plateau parce que tu es une excellente connaisseuse de la structure des tarifs de l'électricité et donc aussi du gaz. Les prix du gaz augmentent ce 1er octobre et c'est pour ça qu'on a voulu que tu viennes nous en parler parce que c'est quelque chose, alors ça augmente pas pour tout le monde mais on en parlera, et les prix de l'électricité vont augmenter début 2022, en février 2022 notamment. Alors avant d'entrer dans le fond du sujet, un peu de fact-checking renvoyant au débat Mélenchon-Zemmour, on regarde un petit extrait. Monsieur Mélenchon, d'abord, vous avez parlé d'énergie et notamment du luxe qui était devenu l'électricité pour des Français qui pouvaient passer l'hiver dans le noir. Alors, c'est faux, c'est même impossible de passer l'hiver dans le noir puisqu'en France, la loi interdit aux fournisseurs d'énergie d'effectuer des coupures de courant durant la trêve hivernale. D'habitude, cette trêve hivernale, elle court du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante et elle a d'ailleurs été repoussée cette année jusqu'au 31 mai 2021. Donc pas de coupure d'énergie pendant la trêve hivernale, même si vous n'arrivez pas à payer votre facture d'électricité. Alors, Anne, est-ce que la fact-checkeuse de BFM a raison? Est-ce que des Français sont-ils ou peuvent être privés d'électricité pendant la trêve hivernale? Enfin, elle a raison, la loi, pendant la trêve hivernale, c'est interdit de couper les clients et à ma connaissance, mais après je ne connais pas tout, effectivement je ne pense pas qu'il y ait des coupures sèches, on va dire, pendant l'hiver. Après, il peut y avoir des réductions de puissance, et encore pas pour ceux qui bénéficient du chèque énergie, donc a priori les plus en difficulté, enfin, sauf qu'ils sont 5,6 millions à bénéficier du chèque énergie, alors que la précarité énergétique est bien au-delà de ça. Donc des réductions qui peuvent vraiment être très basses et poser problème. Mais le souci majeur, c'est que ces factures s'accumulent et quand la trêve hivernale s'arrête, alors là, c'est des coupures à la chaîne. Hein. C'est de l'ordre de, je crois, 700 000 coupures par an. Il y a eu des alertes du médiateur de l'énergie qui disaient que ça flambait. Pour les vieux qui sont à EDF depuis longtemps, avant c'était une seule entreprise et les gens c'était les salariés d'EDF qui venaient couper et donc il y avait moyen de s'arranger, on prenait en compte les situations difficiles. Et ce que disent les collègues maintenant, c'est que d'abord ceux qui coupent ne sont plus les fournisseurs, puisqu'il y a une multitude de fournisseurs, et donc c'est fait. Qui coupe, c'est Enedis qui coupe. C'est Enedis sur demande du fournisseur. Donc ça devient déshumanisé. Bon, en plus, avec Linky, on peut couper à distance. Et il y a vraiment des gens, à la sortie de la trêve hivernale, qui doivent couper en chaîne, ce qui évidemment n'est pas drôle pour eux, mais n'est surtout pas drôle pour les personnes. Et le médiateur de l'énergie, si vous allez sur son site, dénonce des comportements très discutables de certains fournisseurs qui coupent pour des fois moins de 100 € de retard de facture, avec des moindres accompagnements. Enfin, tous les processus d'accompagnement dans un service public sont plus faciles à mettre en place, même si c'était pas parfait, que dans un système en concurrence où il n'y a pas ce service public un peu au cœur de l'activité. Est-ce qu'on peut dire donc que la précarité énergétique est supportable en France grâce à ces dispositions qui empêchent de couper l'électricité pendant la trêve hivernale? C'est absolument pas supportable et encore une fois, même c'est dénoncé par le médiateur de l'énergie, une augmentation de la précarité énergétique. C'est pas non plus supportable d'être coupé même à la sortie de l'hiver. Et puis il y a cette histoire de réduction de puissance qui peut, quand on réduit à 3 kW ou voire 1 kW dans certains cas, ça veut dire qu'on se chauffe plus. Ou même le ballon d'eau chaude, c'est compliqué de le chauffer, quoi. Donc non, on n'est pas du tout dans une situation satisfaisante et pour nous, tout le monde voit que l'énergie, c'est un bien de première nécessité et donc il faudrait que son accès soit vraiment garanti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour nous, il y aura une solution simple, c'est la gratuité des premiers usages. La gratuité des premiers usages, est-ce que tu peux bien expliquer? C'est-à-dire qu'on définirait c'est le même principe qu'on demande aussi pour l'eau, c'est-à-dire qu'en fonction du type de chauffage et de la composition familiale, on définit quel est le minimum à avoir pour pouvoir se chauffer correctement, avoir de l'eau chaude et puis vivre normalement. Et ces usages-là seraient gratuits. Donc on aurait un forfait gratuit, quitte à avoir éventuellement des prix plus élevés pour les consommations plus fortes.
Alors, est-ce que ce sont les mêmes raisons qui entraînent la hausse du prix du gaz d'ici donc, le 1er octobre, demain, et celle du prix de l'électricité début 2022? Quelles sont les raisons communes et les raisons spécifiques? Oui, c'est les mêmes raisons, très curieusement. Alors, bon, l'envolée, on peut parler d'envolée du prix du gaz, ça a augmenté de 60% depuis le début de l'année, est lié à des raisons internationales, puisque la France n'est pas productrice de gaz, donc elle importe entièrement. Il y a un peu de production en Europe, notamment en mer du Nord, en Norvège. Enfin, l'Europe est très dépendante aussi des autres pays. Donc, il y a plusieurs explications. Là, il y a une hausse de la demande très importante, notamment en Asie, du gaz, qui fait que les méthanistes détournent pas pour aller... Et puis, il y a de la concurrence sur le gaz. Il y a eu des problèmes de maintenance liés un peu à la crise Covid, où on n'a pas pu faire les maintenances nécessaires, notamment en Norvège. Il y a probablement des jeux un peu de la Russie qui retiennent un peu leur production pour pousser à mettre en place un gazoduc qui s'appelle Nord Pool 2. Bon, et puis il y a un stockage qui était faible cet été, à la sortie de l'hiver. Parce que ça a été, je pense, il y a un peu une mauvaise anticipation des hausses de prix. Un stockage en France ou dans le monde entier? En Europe, en tout cas. Alors, je n'ai pas regardé dans le monde entier, mais en tout cas, en Europe, c'est le cas. Donc voilà, c'est des raisons géostratégiques qui échappent un peu, je dirais, en tout cas pour les prix du gros, c'est-à-dire pour ce qu'on achète. Après, ce qui échappe moins, et là où il pourrait, peut-être on va y revenir, là où il pourrait y avoir un rôle de l'État, ça serait de garantir un tarif pour les usagers, un tarif défini politiquement. Après, sur l'électricité, là, c'est beaucoup plus étrange, parce que l'électricité, il n'y a pas eu d'augmentation, ou quasiment pas eu d'augmentation du coût de production de l'électricité. En France, c'est 7 à 8% la part du gaz. En Europe, gaz plus pétrole, c'est de l'ordre de 20%. Et dans ces 20%, il y a une grosse partie qui est liée à la construction des installations. Donc si on regarde juste la part du combustible, la part du gaz, on est bien en dessous de 10% du coût total. Donc ce n'est pas le coût qui a flambé. Et la demande d'électricité non plus n'a pas flambé. Enfin, si on regarde la demande par rapport à avant le Covid, on est à peu près dans les mêmes niveaux. Donc pourquoi ça flambe sur le marché de l'électricité? Uniquement pour un mécanisme de marché. C'est-à-dire que, enfin, dit autrement, si on était resté dans le système de monopole public qu'il y avait avant l'ouverture du marché à la concurrence de l'électricité, le prix n'aurait pas évolué, ou quasiment pas, quoi, puisque les coûts n'ont pas évolué. Mais là, depuis l'ouverture des marchés qui a été imposée par l'Europe, les prix, on a des prix de gros sur le marché de l'électricité qui sont calés sur les coûts du combustible. Alors pour une technique que je peux simplement dire en 2 mots, c'est calé sur les coûts marginaux, c'est-à-dire qu'à chaque instant, on regarde sur tout le réseau interconnecté européen, le réseau électrique est interconnecté en Europe, quelle est la centrale de production connectée avec le plus fort coût variable, c'est-à-dire le coût qui dépend de la quantité produite. Et en général, même si c'est pour une part infime, c'est une centrale à charbon ou à gaz, et voilà. Et donc, les prix de gros sont indexés sur ces prix du gaz. Donc, ils deviennent incontrôlables par la puissance publique, extrêmement volatiles. Et ça pénalise à la fois les producteurs qui doivent faire des investissements très importants et ont face à ça un prix très volatile sur lequel ils ne peuvent pas anticiper. Donc, c'est difficile d'investir dans ces conditions avec un risque pareil. Et aussi pour les usagers, évidemment, à la fois pour les particuliers, puisqu'on voit les factures qui vont augmenter. Enfin, on y reviendra, ça n'augmente pas encore tout de suite, mais ça va augmenter. Pour les entreprises qui commencent vraiment à tirer le signal d'alarme et à dire dans les grandes lignes qu'il leur faudrait un prix stable et lié au coût de production, c'est-à-dire en gros un prix réglementé, sortir du marché. Voilà, donc c'est un problème pour tout le monde et c'est une aberration totale. Même aujourd'hui, Bruno Le Maire commence à dire ça ne fonctionne pas, il y a des vrais problèmes. Et donc il y a certains usagers qui subissent la hausse des prix du gaz et pas d'autres. Comment vous l'expliquez? Oui, parce que donc il y a les prix de gros et puis après, ces prix de gros, donc c'est les prix d'échange entre opérateurs, et il y a comment ça se répercute sur les factures des clients. Et certains clients ont des offres avec des prix stables, enfin des prix fixes, et donc qui sont lissés, qui sont garantis sur une année, même plusieurs années pour certains, quoi. Donc pour l'instant, ils ne voient pas les hausses. Ils les verront plus tard au moment du renouvellement de leur contrat, mais de manière très lissée. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que les tarifs réglementés du gaz, qui existent encore aujourd'hui, mais qui vont disparaître à l'été 2023, eux sont révisés tous les mois.
Et donc, pour ceux qui sont au tarif réglementé de gaz, ça a déjà augmenté beaucoup depuis cet été, et là, ça va réaugmenter de près de 13%. On parle beaucoup des clients d'Engie. C'est Engie, donc Engie, c'est l'opérateur historique, c'est l'ancien GDF, enfin même avant c'était EDF-GDF, et c'est les opérateurs historiques en électricité comme en gaz qui proposent ce qu'on appelle ce tarif réglementé, mais qui a été assez dénaturé et qui maintenant suit beaucoup les cours du marché de gros. Et vous disiez tout à l'heure que c'est le contexte international qui explique cette hausse des prix. Est-ce que donc on ne pouvait pas l'éviter finalement? Elle s'est imposée à nous. Encore une fois, pour le gaz, on ne pouvait pas l'éviter. Pour l'électricité, enfin, on ne pouvait pas l'éviter. Si, je vous dis, on peut l'amoindrir pour les usagers, en tout cas, voire la supprimer. Mais pour l'électricité, clairement, on pouvait complètement l'éviter. Encore une fois, on ne serait pas en situation de marché, on serait resté comme on était avant l'ouverture, on n'aurait pas cette hausse. Il y a une certaine doxa qui a longtemps laissé penser que la libéralisation du secteur de l'énergie serait favorable aux citoyens consommateurs. Finalement, est-ce qu'on n'a pas trompé sciemment les Français ? Alors, je ne sais pas si on l'a trompé sciemment, si les gens qui ont décidé d'ouvrir à la concurrence un secteur qui, quand même, manifestement ne s'y prête pas, étaient incompétents dans le domaine, aveuglés par le dogme de la concurrence libre et non faussée, ou avaient des intérêts liés avec certains grands groupes qui voient une industrie juteuse. Je conseille là-dessus un livre de Laurent Mauduit qui s'appelle « Privation » sur toutes les privatisations des secteurs publics qui conduisent à un enrichissement énorme des grands groupes et avec des collusions vraiment entre les responsables d'État et les responsables de ces grands groupes. Donc je ne sais pas quelle était la part de mauvaise foi, d'incompétence et carrément d'intérêt, mais en tout cas nous, depuis le début, ceux qui connaissaient le système électrique pouvaient dire que c'est totalement inadapté à la concurrence et on a dit dès le début que ça ne fonctionnerait pas. Et là, maintenant, on s'est ouvert depuis 20 ans pour les grandes entreprises et depuis 14 ans, depuis 2007 pour les particuliers. On peut tirer un bilan. Et ce bilan, il est partagé par les associations de consommateurs, encore une fois, des petits consommateurs, par exemple la CLCV, qui est la deuxième association de consommateurs de France, qui dit qu'il faut revenir au monopole public dans l'électricité, alors que c'est une association qui a accompagné d'autres mouvements de libéralisation. Donc ce n'est pas que les syndicats qui disent ça, mais aussi les grands industriels qui sont très critiques. Bon, qu'est-ce qu'on voit ? Pour les clients, les prix de l'électricité ont flambé, c'est plus 60% depuis l'ouverture des marchés. Alors, tout n'est pas lié au marché. Il faut financer le renouvellement du parc, mais il y a une partie qui est incontestablement liée au marché. La perte d'équité de traitement. Avant, tout le monde avait le même tarif. C'était le tarif bleu, heure pleine, heure creuse ou base. Aujourd'hui, ce tarif existe encore, mais de manière temporaire. Il a été complètement dénaturé, ça on pourra y revenir éventuellement, et c'est pour ça qu'il monte, parce qu'il n'est plus calculé sur les coûts de production. Et puis, par ailleurs, il y a tous les fournisseurs qui peuvent proposer ce qu'on appelle des offres de marché, c'est-à-dire en négociation bilatérale. Donc chacun négocie son contrat sur un bien de première nécessité, et à ce jeu, on sait qui gagne et on sait qui perd. C'est évidemment les plus faibles qui perdent. Donc ils ont perdu. Donc les prix ont augmenté, ils ont perdu l'équité de traitement. Le médiateur dit qu'ils sont moins bien accompagnés, notamment les clients précaires, et puis ils sont face à des démarchages de fournisseurs qui essayent de mettre le pied dans la porte pour pouvoir proposer la même électricité de tout le monde, sans la produire, sans la transporter, sans la distribuer, juste en mettant leur logo sur l'étiquette, c'est compliqué. Donc ils se livrent à des démarchages frauduleux, agressifs. Là encore, c'est très documenté par le médiateur de l'énergie, c'est très critiqué par les associations, par toutes les associations de consommateurs. Et il décrit, alors ça va des gens qui se font passer pour Enedis, qui prétendent que les tarifs vont augmenter, qui photographient en douce les RIB des gens. Enfin, il parle vraiment de témoignages choquants. Et il dit ce ne sont pas des épiphénomènes, c'est pas le démarrage qui est difficile, c'est concomitant au fait que c'est pas possible d'avoir de la concurrence sur le marché de l'électricité. Donc ils emploient ce procédé. Donc voilà le bilan pour les clients. Vraiment, c'est sans appel. Alors, certains analystes accusent l'Union européenne au sujet des prix de l'énergie. Ce serait la faute de l'Union européenne, ce qui nous arrive, est-ce qu'ils ont raison ? Alors, ça dépend ce qu'on entend par la faute de l'Union européenne. Certains maintenant disent, parce qu'on cherche à chaque fois des arguments pour essayer de sauver quelque chose dans ce marché, que c'est parce que le marché est à la maille européenne. On a un marché européen de l'énergie puisque le réseau est interconnecté et que c'est de la faute des pays, notamment de l'Allemagne, qui a encore beaucoup de centrales à gaz et à charbon, qui donc seraient dépendants des prix, et c'est pour ça que ça augmente, et que si on était, nous, Français, plus isolés, ça ne se passerait pas comme ça parce qu'on a de l'énergie nucléaire.
Mais c'est une méconnaissance de la manière dont se forment les prix de marché. D'abord, on a besoin de cette interconnexion. Je veux dire, on va pas se déconnecter des autres pays. Aujourd'hui, on a besoin, aux périodes de pointe, de l'énergie qui vient des autres pays. On exporte aussi notre nucléaire quand on en a trop. Donc ça serait une aberration technico-économique de s'isoler. Donc ce n'est pas la solution. Mais surtout, encore une fois, même si on se mettait à l'échelle française, à moins que le nucléaire suive exactement la consommation heure par heure, qui varie beaucoup, parce que le nucléaire n'est pas fait pour ça. En général, on aura toujours un tout petit peu d'énergie à gaz, enfin de centrales à gaz, et ce tout petit peu-là, c'est lui qui fera les prix, et donc on sera dans la même situation. Et puis, encore une fois, même à la maille européenne, l'énergie fossile, le coût du gaz ou du pétrole ou du charbon reste très faible par rapport au coût total de l'énergie. Donc le problème n'est pas la maille du marché, c'est le principe même du marché. Par contre, l'Union européenne, en tant que législateur, oui, là, a une responsabilité énorme. Hein. Quand on regarde les textes européens, c'est une directive européenne qui a obligé les États, alors obligé, évidemment, chaque État a aussi sa responsabilité, on aurait pu refuser, on aurait dû à ouvrir le marché de l'énergie. Tous les textes, à toutes les lignes, parlent de concurrence libre et non faussée. Et quand on pose le bilan de 20 ans de libéralisation, on dit « mais comment vous pouvez défendre une chose pareille ?» Quand on dit ça aux élus ou à d'autres, la seule réponse qu'on a, c'est « c'est l'Europe qui nous oblige ». Alors, il y a la responsabilité de l'Europe, encore une fois, il y a la responsabilité de chaque État. Mais un jour, il va falloir sortir de ça, quitte à déroger aux directives existantes. Donc voilà, donc il serait justement pour freiner cette hausse vertigineuse des prix. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, la puissance publique peut intervenir, et on pourrait aussi dénoncer cette directive ? Oui, alors on peut la dénoncer, on peut forcer à la renégocier, mais dans l'immédiat, il faut refuser de l'appliquer. Voilà. Il faut refuser de l'appliquer, il faut sortir du marché. Là, ça force contraignante à cette directive ? Ah oui, on peut. Oui, c'est un texte. C'est un texte qui est valeur constitutionnelle, hein, les textes européens. Mais bon, qu'est-ce qui va se passer si on l'applique pas ? Ils vont pas nous envoyer les chars. Hein. Enfin, on va avoir des amendes, mais bon, et si on les paye pas, qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Enfin, surtout que je pense que quand même tout le monde commence à voir que c'est aberrant. Enfin, on est dans un système complètement aberrant. On a un coût de production qui ne bouge pas, une demande qui ne bouge pas et des prix qui explosent. Et on nous dit qu'on ne peut rien faire parce que c'est les prix du gaz et puis c'est l'Europe qui nous impose ça. Donc au bout d'un moment, c'est de la responsabilité politique d'aller dans l'intérêt général. Et clairement, l'intérêt général, ce n'est pas de faire ce marché de l'énergie. Ça fait quand même 3 ans que le gouvernement français négocie un projet d'éclatement d'EDF, le projet Hercule, là, remis d'étape en étape, alors dans l'ombre avec l'Union européenne, hein, sans qu'on sache exactement ce qui se dit là entre eux. 3 ans après, on nous dit maintenant que c'est reporté après les élections. Donc concrètement, il ne s'est rien passé pendant 3 ans. On nous dit, et ça on est tous d'accord, que la situation actuelle ne convient pas. Et on est dans un état où on ne peut plus bouger, alors qu'on a devant nous l'urgence climatique et qu'on sait qu'il faut investir massivement et qu'il faut absolument aller de l'avant sur le secteur énergétique. Et là, on est pieds et poignets par un système absurde. Alors la rue, est-ce qu'elle peut faire pression ? Est-ce que le pouvoir pourrait redouter, dans certaines conditions, une nouvelle saison des Gilets jaunes ? Parce que finalement, c'est la rue qui peut faire reculer le pouvoir. Oui, je pense que d'ailleurs que le gouvernement le craint. On sent bien qu'il y a une certaine fébrilité, ça ne tombe pas très bien pour eux, c'est pendant la période électorale, et c'est un sujet très sensible. On comprend les gens, enfin, c'est des dépenses contraintes, c'est pas supportable pour eux de voir ces prix augmenter. Hein. Et en plus, nous, on a encore des tarifs relativement réglementés, ils vont augmenter certainement beaucoup, mais en Espagne, par exemple, ça a fait la une des journaux tout l'été, parce que eux, ils ont des prix qui sont... Parce qu'il y a le prix de gros qui s'est envolé, mais après, encore une fois, il y a les prix, ce qu'on appelle les prix aux particuliers, qui peuvent lisser ces prix de gros selon le type de contrat. Et en Espagne, ils ont des contrats qui lissent moins, et donc ils se sont déjà pris des hausses jusqu'à 30% de l'électricité. Donc évidemment, c'est invivable. Donc oui, je pense qu'il faut faire pression là-dessus pour demander dans l'immédiat à avoir un prix garanti par l'État, mais au-delà, pour demander une sortie du marché de l'électricité. C'est un bien de première nécessité. Donc ça n'a pas à faire l'objet de spéculation et de prise de participation d'intérêts privés. Non seulement c'est un bien de première nécessité, c'est essentiel pour la vie des gens, c'est essentiel pour l'économie, mais en plus, sur le plan de la transition énergétique, l'électricité, c'est la clé, hein, ça, c'est une des clés. Ça va prendre une part de plus en plus importante, puisqu'il va falloir se passer de pétrole, de gaz, de charbon.
on ne va pas laisser ça à des grands groupes énormes, type Total ou Engie ou même EDF, qui est en train de devenir un groupe comme les autres, comme ça s'est passé dans les GAFAM. C'est un secteur mais ultra stratégique. Merci beaucoup Anne de Bréjas. Je rappelle que tu es donc ingénieure de recherche à EDF, porte-parole de Sud Énergie et une vraie spécialiste de l'énergie, de ses prix, de sa structure, etc. Nadia, c'est bientôt la fin de la dernière contre-matinale expérimentale. Exactement. Et c'est dans quelques heures la fin de notre levée de fonds. Exactement, oui, c'est la dernière, la 5e pré-matinale. On a vraiment eu envie de vous donner à voir ce que pourrait être cette matinale, dont le lancement officiel est prévu le 4 octobre. Et effectivement, la cagnotte Ulule est toujours en ligne jusqu'à ce soir, minuit, pour participer, pour rendre pérenne cette matinale qui vise une fois de plus à enrichir le débat public, à le nuancer et à sortir un peu de ce monopole de la parole qui est là, détenu par les médias mainstream qui servent clairement un agenda politique. À cet agenda politique, nous opposons donc notre propre agenda, celui des luttes sociales et un agenda politique aussi, mais pour l'émancipation. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui ont suivi donc ces pré-matinales, tous ceux qui ont contribué. Nous vous rappelons que vous pouvez contribuer jusqu'à minuit, mais il ne faut pas tarder trop. Alors nous voulons une matinale ambitieuse, nous voulons quelque chose de beau. Nous avons donné sans véritable moyen et nous attendons que d'ici minuit, on soit un maximum à donner de la force à tout cela et on se retrouvera lundi et le format de la matinale dépendra effectivement de la mobilisation de celles et ceux qui trouvent que c'est une bonne idée.